cet événement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Raymond Lee. Excellence, Monsieur le Président du FIFPARA, et à travers vous, je salue également toute l'équipe organisatrice de cet événement. Excellence, Mesdames et Messieurs de l'assistance. Alors, je commencerai par quelques questions. Qui travaille dans le secteur du tourisme ici? Donc, je peux dire des bêtises. Alors, je peux pas. Il y a quelqu'un. Qui travaille dans le corps associatif? Les associations. D'accord. Qui est historien ou proche? Monsieur l'ambassadeur. Donc là, il y a une historienne. Vous êtes historien? Non. Je demandais si dans l'assistance, il y avait un historien. D'accord. Ah ben ça c'est... Alors sans transition, c'est un peu les propos, et c'est vrai que l'objectif il est quand même assez difficile. C'est comment vous convaincre d'investir dans le secteur économique du tourisme à Madagascar. Moi je l'ai fait, il y a des expériences partagées, mitigées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où on va. C'est pas un revenu immédiat, c'est un investissement personnel. J'ai toute ma famille là-bas, j'ai mes amis qui sont là-bas. Et il y a un gros challenge, pas plus tard qu'au mois de décembre, j'étais à un congrès d'un gros client à Jérusalem, et le président Sarkozy a pris la parole durant ce congrès-là. Il disait, et là c'est la première slide, voilà, il disait, un des plus grands challenges, on ne peut pas dire un des plus grands mots, c'était la démographie. Alors je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir M. Sarkozy, président, with all due respect, tout le respect. Et je dis, mais c'est une opportunité en fait de se faire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est tout le challenge qu'on a tous, que vous soyez malgache de sang, malgache de cœur, vous qui pensez Madagascar matin, midi, soir. Aujourd'hui, il y a 25 millions d'habitants à Madagascar, un peu plus. En 2050, on sera plus de 50 millions. Si déjà aujourd'hui le taux d'emploi est quand même assez faible, qu'est-ce que ça va être en 2050? Ça, c'est une projection, une prophétie qui va quand même se réaliser. Ce qui va peut-être ne pas se réaliser. Et c'est ça l'avantage. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est comment faire croître la création de valeur, la croissance économique, plus vite que la croissance démographique. Et normalement, selon certains économistes que j'ai pu rencontrer, que vous êtes aussi dans l'auditoire, et n'hésitez pas à prendre la parole, on devrait avoir une croissance 3 fois plus forte en économique versus démographie. Alors j'attire votre attention parce que ça demande beaucoup d'attention. Il faut des écoles, il faut des formations, il faut occuper cette jeunesse vivace qui va nous aider, qui va, j'espère, payer nos retraites, pour ceux qui ont à faire leur retraite là-bas. Donc gardez en tête, et c'est pour ça que je suis ici, et ça je l'ai dit à Bertrand, on a été totalement honnêtes ensemble, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit faire, c'est parce que les gens nous attendent. Même s'ils ne nous attendent pas, c'est le pays qui nous attend. Donc c'est même plus une option que d'aller investir directement ou indirectement. C'est le moment. En grec, il y a un terme qui s'appelle kairos. Kairos. Now. Maintenant. Et l'investissement, ce n'est pas des millions. Je pense qu'on n'a personne du groupe Accor ou les grands hôteliers. Non. C'est la légende du colibri. Chacun contribue à sa juste valeur. Voilà. La forêt brûle. J'ose pas dire au sens premier, si certes, mais la forêt brûle. On a besoin de tout un chacun. Comme l'a dit le président Bertrand Ramarson tout à l'heure, c'est l'affaire de tous. Je me sens concerné. Même mes enfants me demandent, papa, est-ce que tu vas retourner à Madagascar, faire ceci, faire cela? Je lui dis, j'ai pas le choix, petit. Il faut le faire. Même si ça me coûte plus que ça me rapporte. Mais dans le long terme, il y a une tranquillité. Et ce prix de la tranquillité de l'esprit d'avoir fait, qu'on avait la capacité de faire, c'est ça que je trouve intéressant. Pour revenir sur la slide, ce que vous avez là, c'est les comparaisons de la démographie entre 50 et 2100. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. 2030, on devrait déjà attendre de 30-35 millions d'habitants, avec quand même, comme vous regardez la pyramide des âges, des jeunes de moins de 20 ans. En 2050, on aura quasiment 60% de la population malgache qui aura plutôt moins de 25 ans. Alors c'est une bonne chose, mais il faut occuper. Ça voudrait dire que
Le visage même de la société a changé. Et quand je dis les occuper, c'est comme vous le savez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est comment réussir à leur désoccuper, à leur donner du travail. Hop. Mes propos aujourd'hui, je voudrais les décliner comme suit. Je vous donne une vision, je ne suis pas là pour vous apporter une solution clé en main, voici le projet, allez-y. C'est plutôt de se dire quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous, en fin de compte. Quand je dis nous, on se projette, imaginons nous sommes à Madagascar. Actuellement, et là les pères fondateurs de la Commission de l'océan Indien voulaient justement une intégration. Donc c'est réussi sur diverses bases. Je pense que vous êtes au fait des îles Vanille. Qui connaît les îles Vanille? Le concept des îles Vanille. Voilà, levez le doigt, je veux dire, je ne vais pas être tout seul là. Voilà. Les îles Vanille, en fin de compte, ce sont les îles qui sont tout autour. Vous avez Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, en fait les membres de la Commission de l'océan Indien. Et on a même rajouté d'autres pays. Les Maldives font partie, à présent, s'ils ne sont pas dans la COI, ils sont dans les îles Vanille. J'ai eu l'occasion de discuter avec justement le directeur, le président de la région de la Réunion, ainsi que le directeur et le ministre du Tourisme de Maurice. Et je leur ai posé une question toute simple, en fin de compte. C'était en 2013, on était du côté de Madagascar, c'était suite à l'ITN, un salon. Je disais, je ne comprends pas une chose, donc je faisais un peu le baignoire. Voilà. Je ne comprends pas une chose, vous appelez ça les îles Vanille, et pourquoi pas le siège ne se trouve pas à Saint-Bave ou à Antala. Et vous mettez ça, alors j'apprécie la Réunion, j'adore, surtout faire le fait par choix, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais si on veut être cohérent par les îles Vanille, quand vous exportez 80%, ce serait bien d'ailleurs, cacao et vanille, ce serait pas mal, ce serait vraiment une bonne composante. Voilà. Maintenant, est-ce que ça nous suffit? Pour l'heure, l'actualité, je pense qu'on suit la même presse, il y a un stress entre les compagnies aériennes, il y a un stress entre les autres, mais c'est toujours bien, comme vous savez, en musique, deux tensions vaut une harmonie, pour ceux qui font de la musique. Donc là, il y a ça. Est-ce qu'il y a encore des opportunités au sein de l'océan Indien? Oui, énormément d'opportunités. Je vais vous donner juste un exemple. Les Seychelles, par exemple, a décrété que 50% de son territoire était non constructible. Ils ont déjà atteint ces 50% de territoire. Donc la croissance externe, elle doit se faire ailleurs. Pourquoi pas Madagascar et pourquoi pas sur le flanc de Diego Suarez ou encore tous nos îles? Voilà. Seconde, puis c'est ça je me dis, on a une réelle chance, une position géostratégique extraordinaire. On a le pays le plus riche d'Afrique à moins de 2h15 entre Durban et Tuliar, il y a 2h15 de vol. Et le Sud-Africain, quand il prend le vol pour aller de Durban vers Tuliar, son pouvoir d'achat se multiplie par 7. Ce que je suis en train de dire, à l'instar que le Maroc soit en face de l'Europe, et on dit même que le Maroc c'est le jardin de l'Europe et le jardin de la France, on peut y passer un week-end, il faudrait qu'on soit le jardin, l'Éden, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Afrique du Sud. On a une offre touristique, mais c'est même plus que ça, c'est de connaître le Sud-Africain, de connaître ce qu'il mange, ce qu'il sent, ce qu'il perçoit. Et la langue, bien entendu, ça nécessiterait, je le dirais effectivement parmi les propositions, d'être formé. D'être informé tout d'abord, d'être formé, de pouvoir mesurer, de pouvoir accaparer. Ça, c'est clé. On ne peut pas recevoir quelqu'un sans savoir ce qu'il aime à manger, s'il est allergique à certaines choses. C'est de se mettre à la place de l'autre pour que quand il vienne chez soi, il soit chez lui. L'autre, et c'est ce que j'avais proposé lors d'une conférence qu'on avait à Nairobi, on avait eu une aparté avec le ministre du Tourisme du Kenya. J'ai dit, vous m'avez dit quoi, monsieur le ministre? Karibu. Ah dis donc, chez nous aussi à Majega, on dit Karibu. Et en fin de compte, il y a tout un axe qu'on pourrait, je l'avais évoqué, on en avait rigolé, mais il avait pris ça au sérieux, le Karibu-Area, pour ne pas dire le corridor Swahili. D'un point de vue culturel, on partage la même langue quasiment. On est de Diego à Majenga, on est de Mayotte aux Comores, on est en Tanzanie, Dar es Salaam, vous avez également à Mozambique, et jusqu'au Rwanda, tout ça on parle la même langue, on dit Carib, on dit bienvenue avec Carib.
Si c'est pas fort, ça, parce que le tourisme, c'est ça aussi. C'est comment on peut se rapprocher culturellement, quels sont nos dénominateurs communs, et de capitaliser là-dessus. Que le tourisme vienne après, effectivement, enfin, je dirais la culture, renforcer l'économie. Ça viendra tout seul. Mais déjà qu'on ait une base commune. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des efforts de faire. EWA, la compagnie EWA, c'est un peu dans la philosophie de ce qu'elle recherche. Mais imaginez maintenant qu'on ouvre tout ce corridor-là. Assurément, on aura 10, 15, 20, 50 000, 60 000 de nombre de touristes internationaux incrémentaux, en plus de ceux qu'on a aujourd'hui, et durables, parce qu'il y aura effectivement cet aspect culturel qui nous tient. Enfin, ou peut-être pas enfin, je pense que là on parle de l'Afrique. Madagascar est un village, et le pays c'est l'Afrique. Ça c'est la vision en 2063. C'est l'agenda de... C'est pas mon agenda, hein, c'est l'agenda de l'Union africaine. Dans l'agenda de l'Union africaine, vous avez plusieurs points. C'est un peu comme Wilson et ses 14 points. Ben justement, il y a 14 gros projets, en fin de compte. Par exemple, d'avoir un marché financier unique, d'avoir de libre-échange, hein, du nord au sud de l'Afrique, ou encore un TGV, voilà, des trains à grande vitesse, 2069. Je vous dirais même, il y a même des projets de lancement de satellites et de l'occupation de l'espace extra-atmosphérique. Voilà, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas présente, mais on commence à voir. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu un satellite qui a été envoyé justement par le Gabon ou l'Éthiopie. Voilà. Et un des gros piliers là-dessus, c'est ce qu'on appelle le MUTA, le marché unique du transport aérien africain. L'open sky, le vrai. L'open sky comme l'Europe peut l'avoir avec les États-Unis, que le Maroc a avec l'Europe. L'open sky, ça veut dire que vous pouvez desservir. C'est un peu ma spécialité de transport aérien, c'est pour ça que et je ne souhaite surtout pas que ce soit magistral, je ne vous enseigne rien, je vous partage. Ça veut dire, entrez chez moi, vous pouvez y desservir tous les points possibles. Et ce qui est intéressant dans un accord d'open space, celui-ci, c'est pas juste du transport aérien, c'est aussi une normalisation, une standardisation de la qualité, des normes, des finances, des investissements, des taxes et autres impôts. Et c'est là où ça devient intéressant. On ne parle pas que de transport aérien, on s'ouvre à tout. Et puis les effets de ça, c'est quoi? Et c'est ça que, Excellence Monsieur l'ambassadeur, c'est se reposer aussi la question, comme le Maroc s'est posé la question dans son agenda 2020, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire du transport aérien un moyen ou une finalité? Si c'est un moyen, il faut que ça se participe effectivement, que ce soit un outil ailé du développement du tourisme ou du développement économique tout simplement de Madagascar. Les tarifs, quand vous avez par exemple entre Tana et Nosibé un taux moyen à 400 € hein, pour 1h13 de vol, quand vous avez un Paris-Madrid, je sais parce que je pars après-demain à Madrid, on a payé combien? Même pas 120 € pour 2h30 de vol. Je n'ai pas d'autres commentaires, mais c'est ça qui est important. C'est que d'un côté, on transporte quelqu'un qui va faire du business, et on n'a pas la peine, parce que derrière, il y a l'externalité positive. C'est une vision globale. Le Maroc avait cela, c'est que le roi devait décider, est-ce qu'on veut Royal Air Maroc tel quel, ou on va ouvrir? Ben, ils ont ouvert, parce que l'agenda était de générer tant de milliards d'euros d'investissement, d'exportation issus du tourisme. C'est toutes les externalités qui peuvent aussi avoir là-dessus. C'est très important du consommateur, de l'économie. Ça a ouvert les vannes que Ryanair, EasyJet, tous les locaux se sont infiltrés, parce que c'est un open sky. Et il n'y a pas eu pour autant, je dirais, une levée de bouclier parce que Royal Air Maroc était en... Parce que non, c'est un changement de modèle, c'est se réfléchir, se re-questionner, se repositionner dans la mondialisation dans laquelle on est. Alors, mondialisation, il y a surtout un phénomène qui est loin d'être un phénomène, hein, ça va être l'avenir, la route de la soie. 2 routes, nord-sud. Je suis en train de lire un livre, là, voilà, ça m'arrive de lire, il est midi à Pékin. Aujourd'hui, ok, ça arrive, hein, ce qui se passe, voilà, c'est résilient. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à ce que ça va se passer là. Qu'on le veuille ou non, ils vont y aller jusqu'au bout, ils ont mis de côté le nécessaire. Je ne dis pas, oui, allons-y,
voyons et ouvrons et non, c'est